Merci d'être là pour suivre notre présentation, notre séance de webinaire qui sera dédiée vraiment à la stratégie de réponse à incident. Je vais vite me présenter. Moi, c'est Dominique Hoguet. Je suis le responsable du Centre national de développement des compétences et des capacités. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des formations dans le développement en cybersécurité, des séances de sensibilisation. On développe des outils vraiment pour accompagner les PME, que ce soit les outils de gestion de risque, Monarch, que certains d'entre vous connaissent probablement, des outils de test d'auto-évaluation, des outils de tests, que ce soit pas vraiment des tests d'intrusion, mais qui permet de savoir s'il y a une vulnérabilité primaire, c'est-à-dire si des ports sont ouverts ou c'est des simples vulnérabilités qui peuvent exister dans une application web, et de tester et voir si ces vulnérabilités existent. Et nous, on propose des recommandations vraiment pour adresser ces vulnérabilités. Et on publie régulièrement aussi les tendances, ce qu'on appelle du threat intel, sur l'écosystème au Luxembourg. Ce que vous pouvez retrouver sur notre site web nc3.lu, l'onglet Observatoire, où on donne vraiment une vue globale du threat intel au Luxembourg sur les campagnes de phishing, les campagnes de vulnérabilité qui existent et les mesures que vous pouvez adopter pour adresser ces vulnérabilités. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur comment répondre, les stratégies de réponse aux incidents on va vraiment garder le scope PME. On ne va pas aller chercher d'outils très sophistiqués. Non, on va vraiment rester sur la procédure. On va parler de solutions AI pour résoudre de telles problématiques, mais on va voir quels sont les outils disponibles que nous on fournit, okay? Et les outils qui sont vraiment accessibles et les bonnes pratiques qu'il faut adopter. Okay? Il faut dire que, ça c'est ce qu'on dit, il faut dire que les PME au niveau européen représentent plus de 85% de l'économie. Et dire qu'aujourd'hui, les cyberattaques qu'on voit, qu'on observe, il y a vraiment un focus qui est vraiment tourné vers ces types d'entités-là. L'idée qu'on se faisait par le passé, on disait que ouais, c'est que les compagnies dans le secteur financier ou dans le secteur banquier qui sont attaquées. Non. Récemment, il y a quelques mois, ce fut le cas, par exemple, en Belgique, où une entreprise manufacturée, Sivag Glass, a été attaquée, et qui les a empêchés de continuer leur production. Vous pouvez imaginer dans le secteur manufacturier, quand ils se font attaquer, la production s'arrête. Souvent, ils n'ont pas de business continuity plan, ils n'ont pas de plan de continuité d'activité parce qu'ils ne peuvent plus repliquer les infrastructures, les équipements. Donc, souvent, ils sont bloqués et ils doivent résoudre avant de continuer vraiment à opérer. Donc, que ce soit PME aujourd'hui ou petite entreprise, une fois que vous avez des données que vous collectez de vos clients ou des informations qui sont intéressantes pour les hackers aujourd'hui, et vous pouvez être aussi la cible d'attaques cyber. Euh, les groupes de hackers, ça peut être les États derrière, donc ça avait une mobilisation d'État vers un autre État. On a vu pas mal de situations depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Comme on a l'habitude de le dire, c'est plus si je serai attaqué, mais c'est quand. Et ce quand, il faut se préparer. Okay? Et les types courants d'attaques que nous on a observés, c'est souvent de l'ingénierie sociale. Hein. On reçoit pas mal de phishing mail au Luxembourg, hein, on le reçoit tous, même des phishing ou SMS
des visions, des appels, des personnes qui vous appellent, ou même des SMS que vous recevez avec des liens. Ce sont les attaques courantes qu'on observe souvent sur le marché ou sur l'écosystème et de ransomware. On a vu pas mal d'entités au Luxembourg qui ont subi ce type d'attaque. Et aussi, il faut vraiment sensibiliser le personnel qui soit au courant de ce type d'attaque. Comme je le dis, comme vous le verrez plus tard dans ma présentation, euh, je vais plus évangéliser sur la partie prévention que réponse à incident, parce que je crois que c'est mieux prévenir que guérir. Et comme on le sait pour les PME, ils n'ont pas mal de contraintes. Okay? C'est soit ils n'ont pas l'expertise, okay? Ils n'ont pas l'ingénieur sécurité ou même un IT in-house, okay? Ou ils ont pas, même, ils sont pas informés des bonnes pratiques. Okay? C'est un manque de compétences, de budget, de temps. On est plus orienté vers la production. On veut faire avancer le business. On veut fournir des services, si c'est du manufacturé. On veut vraiment produire plus pour vendre plus. Et la question de la sécurité euh, n'est pas une priorité, souvent. Et dans ces contraintes-là, on oublie plus ou moins de mettre en place des contrôles ou des mesures de sécurité. Et souvent, ce qui arrive, c'est que c'est seulement quand, ou c'est seulement lorsqu'on on est attaqué, qu'on réalise l'importance de ces contrôles-là. On réalise il fallait avoir un plan de continuité d'activité, il fallait avoir des, des backups que vous pouvez implémenter régulièrement. Et encore, ces backups, il faut les tester. Parce qu'on a vu pas mal de cas où les gens, ou bien, ils faisaient des backups, et l'ont jamais testé. Et le jour où il y a l'accident, on essaie de faire du restore qui ne marche pas. Donc, c'est ces contraintes-là de budget et de ressources souvent chez les PME. Et comme je l'ai dit au départ, je vais être vraiment dans les baselines. Je ne vais pas euh, partager avec vous des solutions de dernière génération de firewall, mais est-ce qu'on connaît nos actifs? C'est là qu'il faut commencer. Comme je l'ai dit, malgré que le webinaire est orienté vers la réponse à un incident, la stratégie de réponse à un incident, il vaut mieux prévenir que guérir. Okay? Et dans la prévention, on ne peut pas protéger euh, des ressources ou des infrastructures qu'on ignore vraiment l'existence. C'est l'une des situations qu'on a observées chez les PME. C'est bien, on veut mettre des firewalls, on veut mettre en place des intrusion detection systems, mais pour protéger quelle infrastructure, pour protéger quelles ressources? C'est là, on se pose la question, si même on a vraiment une liste d'assets et on sait où ils sont et comment ils sont connectés. Récemment, dans les projets avec le secteur manufacturier, surtout, ce qu'on observe, c'est que c'est un secteur où ils ont beaucoup de legacy systems et ils ne connaissent pas vraiment l'ensemble des ressources ou de l'infrastructure. Aujourd'hui, on parle de Smart Industry 4.0, par exemple, okay, 4.0, avec l'intégration de ressources IoT. Ces ressources qui sont plug and play aujourd'hui, on les intègre dans les réseaux et oubliés, ou on ne sait même pas s'ils sont derrière le firewall ou devant le firewall, même s'il y a un firewall, et si même il y a des comptes par défaut qu'il faut changer. Donc vraiment, pour commencer, moi, je considérerais que il faut d'abord tenir une registre vraiment de vos ressources. Savoir, on a tel serveur, c'est telle version. Comme ça nous permet aussi de suivre le contrôle des versions s'il y a des vulnérabilités. Vous êtes au courant, OK? On a telle application, telle version, il faut qu'on mette à jour. Mais sans ce registre-là de ressources, d'actifs que vous avez,
il vous est difficile de les protéger. Parce que, un, vous ne savez pas vos actifs, et même s'il y a une vulnérabilité qui est publiée, vous ne serez pas au courant. Et or, vous ne serez pas au courant, vous ne pouvez pas faire le match. OK, il y a telle vulnérabilité qui a été publiée par le NC3 ou le SEC au Luxembourg, mais parce que vous ne connaissez pas vos actifs, vous êtes en mesure de réagir. Donc, tenez une liste de vos actifs et de savoir qu'on a tel actif, telle version d'application de software. Et comme ça vous permet de mettre en place une stratégie de protection qui est vraiment compatible avec votre infrastructure. Okay? Donc, un, il faut gérer, il faut tenir une registre d'actifs. Vous pouvez le faire avec un outil, mais si vous êtes une petite entité où vous n'avez pas les moyens, on peut toujours commencer avec l'Excel, ça marche très bien. Un Excel avec le nom, la version et la dernière mise à jour, vraiment la liste de vos actifs, quand on vous dit quels sont vos actifs, vous pouvez sortir cette liste et la personne qui intervient lors d'un incident peut savoir, OK, vous avez tel actif et tel truc. Donc, on peut mieux développer une stratégie de protection et de réponse même. Parce que si vous faites hacker et il faut répondre, OK, il y a un serveur qui est peut-être oublié parce que, bon, pour des raisons, vous ne l'utilisez pas, mais c'est toujours connecté au réseau. Et si vous ne tenez pas une liste d'actifs à jour, peut-être c'est la porte d'entrée, et vous allez dire, oui, on a tel range, c'est tel serveur, on va tous, quand on répond à incident, se tourner vers ce serveur-là. Mais alors qu'il y a ce serveur qui est oublié quelque part, qui est toujours connecté. Donc, une liste d'actifs peut, dans ce moment-là, aider à savoir, OK, vous avez tel serveur, et puis on peut commencer par investiguer à partir de cela. OK? Et il faut sensibiliser. OK? Comme on a l'habitude de le dire, l'humain reste le maillon faible dans tout ce qui appelle cybersécurité. On peut mettre en place tout ce qu'on a comme firewall, on peut segreguer nos réseaux, on peut envoyer d'antivirus et autres. Mais si l'humain n'est pas sensibilisé aux bonnes pratiques, cette personne reste toujours le maillon faible pour un attaquant, pour entrer ou pour qu'on appelle attaque vecteur, pour initier son attaque. Donc, il faut sensibiliser, il faut sensibiliser le personnel et surtout le personnel IT, même le personnel général. Et nous, en tant que NC3 ou entité publique, on a pas mal de services disponibles gratuitement. Okay? On a un outil qu'on appelle Crossburst, où on a des politiques ou des procédures disponibles que vous pouvez télécharger et adapter. On a des affiches pour faire de campagne sur la sécurité de l'information, comment gérer un mot de passe, euh, l'importance du backup. On a vraiment des affiches de sensibilisation que vous pouvez télécharger et peut-être ajouter vos logos si vous voulez. Et vous pouvez lancer vos campagnes internes dans vos entités avec ces affiches-là. On a des modèles de politique de sécurité. Et aussi, on a une présentation aussi qui est disponible sur la cybersécurité. Okay? Et dans ce cadre-là, vous pouvez faire appel à nous pour venir faire cette sensibilisation dans votre entreprise où on vient, hein, où on peut faire la sensibilisation à la cybersécurité. Un outil qui permet de générer des mots de passe, qui vous permet de générer des mots de passe forts. Et en plus, on a des vidéos. Okay? Et là, comme vous pouvez le voir, on a une vidéo sur du phishing, comment gérer un mot de passe, comment se connecter au réseau Wi-Fi. C'est la période des vacances. Et il y a cette question de Wi-Fi qu'on retrouve souvent en déplacement à l'aéroport. Il y a des réseaux qui sont connectés parce qu'on veut on veut voir les dernières photos des amis, on veut peut-être envoyer un mail à un partenaire ou un collaborateur.
on voit un réseau Wi-Fi à l'aéroport qui est connecté. On ne se demande même pas de la sécurité de ce réseau. Et si c'est l'encryption ou la méthode de transmission encryptée, on se connecte. Dès qu'on a Internet, c'est la fête. Mais ce qui est là, c'est que si ce réseau, c'est un réseau de malfaitants ou un réseau qui n'est pas sécurisé, toutes les informations que vous partagez sont claires. C'est-à-dire, les informations bancaires que vous achetez ou vous envoyez, c'est en clair et on peut les intercepter et les réutiliser. Et ces réseaux, ça peut être une porte d'entrée. Peut-être il y a un pop-up, si vous connectez, il y a un pop-up truc, vous cliquez, ça installe un malware ou un truc sur votre machine qui est un backdoor qui permet de se connecter avec votre. Donc, sensibiliser les collaborateurs sur les réseaux Wi-Fi et quel réseau faut se connecter et comment identifier un réseau qui est sécurisé ou pas. Donc, on a des vidéos vraiment à la disposition de l'écosystème, l'importance du backup, par exemple. Euh, oui. Donc, on a pas mal de la gestion de risque. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à utiliser, c'est vraiment à la disposition de l'écosystème. OK? Deux, aujourd'hui, on parle de prévention ou gestion d'incidents. Il est important aussi de savoir quelle est votre maturité dans cette question de cybersécurité dont on parle souvent. Quelle est la maturité de votre entité? Donc, encore, nous, on a un outil. Toujours ça, c'est des points ou des actions préventives. OK? Là, je partage vraiment des actions ou des activités que vous pouvez faire pour, que vous pouvez faire pour vous prévenir, pour savoir où vous en êtes et quels sont les contrôles que vous mettez en place. Donc, on a un outil qu'on appelle le Fit for Cyber Security. C'est un outil d'auto-évaluation, ok, qui est une série de questions avec des réponses. Et quand vous répondez à ces questions-là, et à la fin, vous avez un score et vous avez des recommandations. Vous avez un rapport qui est généré, qui vous donne, en fonction des réponses, des recommandations que vous devez implémenter pour augmenter la maturité ou la maturité de votre entreprise en termes de cybersécurité. Et quand vous allez on a d'autres outils d'auto-évaluation également. On appelle le Fit for Privacy, qui couvre vraiment tout ce qui est protection des données. Quels sont les contrôles, les mesures ou les obligations que vous devez mettre en place une fois que vous collectez des données. J'ai entendu un client qui me disait autrefois, nous, on collecte pas des données de nos clients, rien. Mais il y a les données du personnel, de vos collaborateurs au niveau HR qui sont collectées. Donc, il faut mettre en place le minimum pour protéger, pour garantir la confidentialité de ces données. Donc, on a un outil aussi qui est vraiment dédié pour la protection des données. Et un autre outil qu'on appelle Fit for Contract, que vous trouverez aussi sur le site Fit for Cyber Security. Et le Fit for Contract, je pense que ça parle vraiment aux PME parce que c'est vraiment pour vous accompagner à poser les bonnes questions quand vous engagez les sous-traitants. C'est des sous-traitants qui gèrent aujourd'hui l'infrastructure IT ou c'est des sous-traitants qui ont accès à votre infrastructure. Et là, dans vos clauses, dans vos clauses avec vos sous-traitants, il faut s'assurer que vous garantissez au moins certaines obligations vis-à-vis de ces sous-traitants pour en cas d'incident, vous pouvez les tenir responsables ou ils ont une responsabilité. Donc, vraiment, c'est un outil qui vous permet de vous évaluer. Et nous, on l'a aussi créé. C'est un outil de sensibilisation derrière. Parce qu'à force de faire l'exercice, vous avez ces informations et vous vous posez les bonnes questions. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter et à faire l'exercice. Ça vous prend une dizaine de minutes à faire un fit-for. Et là, vous avez un rapport qui vous permet de vous situer et de vous poser les bonnes questions et d'avoir
euh, des action plans qui vous permettent de dire, OK, on doit mettre en place tel, parce qu'on n'a pas, on doit mettre en place tel. OK. Et un outil qu'on a aussi publié récemment, je pense, fin de l'année dernière, c'est une plateforme de test. Aujourd'hui, on sait que les PME faire appel à une entreprise pour faire un pen test. Je sais que j'ai mes collègues de Acknowledge ici, mais c'est un budget pour les PME. OK? C'est un budget, ça dépend en fonction de l'infrastructure et un pen test. Ça peut aller de minimum 3 à 5 jours, ça dépend de la taille de l'infrastructure. Et pour les PME, ils ont cette question de budget. Et ce que nous, on a mis en place pour l'écosystème, c'est une plateforme où, avec votre adresse IP ou le domaine que vous voulez tester, vous pouvez entrer l'adresse et on vous gère, c'est vraiment des baselines, des tests basiques, hein, mais qui sont des portes d'entrée. Donc, il est intéressant de mettre en place ces contrôles-là pour que même les script kids, qui ne sont pas des gens qui s'y connaissent pas vraiment, peuvent explorer ou exploiter plutôt votre infrastructure. Donc, aujourd'hui, cette plateforme aussi, elle est gratuite. Vous entrez, par exemple, votre site web, vous entrez le nom du domaine, on fait le test et on vous donne un rapport avec quelques recommandations. Et là, déjà, ça vous permet de fermer ces trous-là qui sont des portes d'entrée très faciles. Okay? Donc, je vous invite aussi à aller sur le site et à tester vos infra, vos sites web et l'infrastructure de vos email infrastructure. Okay? Et sur la plateforme, on propose aussi un outil de test de firmware IoT. Euh, Pas encore, hein, il y a pas mal qui aujourd'hui achètent sur Amazon ou sur des sites e-commerce des outils IoT qui sont des plug and play et qu'ils intègrent directement dans leur réseau parce que ça résout la question ou le problème sans se poser vraiment de questions. Souvent, ces outils ou ces outils IoT, derrière, ont des vulnérabilités que sur le firmware que vous n'êtes pas au courant. Donc, nous, on propose un outil où vous pouvez télécharger le firmware de l'outil IoT. On fait le test, ça prend quelques jours, on fait le test derrière et on vous envoie le rapport pour dire si l'outil que vous voulez intégrer dans votre réseau, l'outil IoT, possède des vulnérabilités ou pas. Et s'il y en a, comment y remédier. OK? Et pour aller plus loin, on a un outil de gestion de risque. OK? C'est bien qui est aussi à la disposition de l'écosystème gratuitement aussi. C'est très important bon, de tenir un registre de risque, de faire l'exercice souvent, de savoir que, OK, j'ai mon infrastructure telle, j'ai un single point of failure, si tel service ou ressource euh, n'est plus disponible, j'ai mon business qui n'est plus disponible à 90%. OK? Donc, faire l'exercice là et de savoir quelles sont les ressources qui sont critiques et de savoir quel contrôle en place ou quel risque vous acceptez. Aujourd'hui, c'est l'outil-là, c'est un outil gratuit pour l'écosystème, mais encore, au niveau PME, les fichiers Excel pour vraiment développer cette culture marchent aussi très bien. OK? C'est bien d'avoir un outil, comme ça, si vous êtes une grande équipe, vous pouvez centraliser votre gestion de risque et vous pouvez collaborer plus facilement. OK? Donc, c'est un outil que nous on met encore à disposition. Si vous pouvez avoir accès, il suffit de nous écrire et on peut vous donner accès. On donne aussi régulièrement des formations. Il y a une formation qui est prévue en septembre, si j'ai bonne mémoire, euh, sur comment utiliser l'outil et comment réaliser une gestion de risque sur l'outil. Je vous invite aussi à vous enregistrer pour vraiment suivre cette formation et potentiellement demander l'accès
pour pouvoir centraliser votre registre de risque. C'est un outil qui est basé sur des standards internationaux qu'on connaît et on a un modèle euh, structuré qui est plus friendly, c'est-à-dire que vous avez vraiment les étapes par les étapes qui vous guident dans la réalisation euh, de de votre risque. OK? Mais non, il faut mettre en place une gouvernance. OK? Une gouvernance parce que comme s'il n'y a personne qui est responsable de la sécurité, souvent ce qu'on observe, c'est que comme il n'y a pas de responsable, rien n'est fait. Souvent, on pense que c'est l'autre, c'est le responsable IT qui doit le faire. Lui pense que c'est la direction parce qu'il ne donne pas les moyens. Ou c'est le fournisseur de services qui est censé faire ça alors que ce n'est pas stipulé dans le contrat. Il faut que ça soit explicitement défini. OK? Il faut aussi, si vous voulez vraiment mettre en place des contrôles et des mesures pour protéger vos infrastructures et systèmes, il faut responsabiliser quelqu'un. Ça peut être plusieurs personnes, mais il faut que ça soit dit que oui, vous êtes le responsable, nous avons telle action et sur ces actions-là. Donc, vraiment, il faut responsabiliser. Il faut aussi développer de la compétence. C'est ce que nous on fait, c'est ce qu'on offre. On offre. Nous, on a un projet avec le LDH, le DLH, plutôt, le Digital Learning Hub, où on donne des formations sur la cybersécurité, des formations techniques et des formations vraiment sur tout ce qui est GRC, gouvernance, risque et compliance. OK? Donc, je vous invite aussi à aller souvent sur le site de DRH où on offre vraiment des formations techniques aussi. Donc, pour vous enregistrer. Il faut former, c'est surtout dans le secteur de l'IT, de la cybersécurité en particulier. C'est une formation continue. Et aussi, je ne vais pas dire, il faut mettre en place des procédures. Si le mot procédure est très lourd pour votre entité, il faut mettre en place des guidelines. Un, vraiment quelques points qui vraiment qui servent de référence à la personne qui fait une action ou qui est en train de résoudre un incident, qui est en train de faire l'exercice de backup. Vraiment, ces guidelines-là, quelques points, ces 5 points, il faut les mettre en place. Comme ça permet, ça sert de référence et ça permet d'éviter les erreurs et ça permet de faire. C'est-à-dire qu'il y a des guidelines et les gens sont plus ou moins euh, plus enclins à faire ces activités-là. Donc, quelques points vraiment pour servir de guidelines qui permettent de gérer la gouvernance vraiment de la cybersécurité. Au niveau permis, il faut pas, vous n'avez pas besoin de faire une documentation gigantesque, mais vraiment des points. Hein. Tel point, incident 1 appelle tel numéro, incident fait tel truc, ou backup, c'est tel serveur, c'est tel IP, il faut faire telle action. Vraiment des guidelines basiques qui vous permettent vraiment de suivre vos activités, vos opérations, tout ce qui est cyber. Okay? Donc, responsabiliser, former. Si vous avez des IT internes, les former. Il y a des plateformes de formation en ligne. Et nous aussi, on donne des formations via le DLH et aussi mettre en place des guidelines. Je dirais plutôt guidelines que procédures pour les PME, mais vraiment des guidelines. OK? Et faire des tests réguliers. Vous faites des backups, il faut les tester. Euh, Tenir en compte les fournisseurs de services. Pardon. La partie contractuelle, vraiment gérer les clauses qui couvrent la partie sécurité, les responsabilités des fournisseurs de services, tout ce qui est sécurité, au cas de protection de données, s'ils ont accès à des données, la protection de l'infrastructure, la gestion de l'accès de ces infrastructures-là. Il faut vraiment bien définir ça dans les clauses contractuelles que vous avez avec vos intégrateurs ou vous avez des fournisseurs qui sont vraiment dédiés à la sécurité. OK?
Là, quelques bonnes pratiques. Bon, la liste, elle peut être longue, hein, mais vraiment les basiques, hein, il faut faire souvent le sauvegarde. C'est ce qui permet d'assurer une continuité, non? Si vous avez un serveur ou un de vos services qui n'est plus disponible ou vous faites euh, subir une attaque de ransomware, le recours au truc, c'est la sauvegarde ou c'est un système qui fail pour rebuild. Il faut faire appel à la sauvegarde. Donc, il faut continuer, il faut mettre en place une procédure de sauvegarde ou un guideline de sauvegarde. Il faut mettre à jour régulièrement. Ok. C'est les portes d'entrée, hein. Il faut- S'il y a des vulnérabilités, les attaquants peuvent facilement les exploiter et souvent c'est le manque de mise à jour qui donne ces portes d'entrée-là. Donc, vraiment avoir un guideline de mise à jour. Et comme vous pouvez remarquer, si vous ne connaissez pas vos actifs et vous n'avez pas une liste qui vous permet de suivre vos actifs, mettre à jour euh, les actifs devient plus compliqué parce que vous ne savez pas tel actif, vous n'avez pas une liste qui vous permet de suivre actif par actif s'il faut mettre à jour ou pas. Ok. Avoir une bonne, mettre en place vraiment des mesures d'authentification ou une bonne gestion des accès. Euh, Souvent, les accès génériques, on revoit souvent chez les prestataires parce que on est plusieurs à gérer euh, les clients, on est plusieurs à gérer un service. C'est plus facile d'avoir des accès génériques. Oui, mais le risque qui est là, c'est que ces accès génériques, il suffit que souvent c'est des accès avec des droits très élevés. Et il suffit de connaître ces accès ou ces credentials-là et ça permet d'avoir accès à l'ensemble de l'application ou à l'ensemble de l'infrastructure. OK? Et tenir un registre des coordonnées des prestataires. Là, ça revient aussi à la réponse à incident. Parce que si vous avez un incident ou un intégrateur qui gère euh, votre infrastructure mail ou le corps, l'application qui gère vos fournisseurs ou vos achats ou certains de vos services, qui n'est pas disponible ou qui a un incident sur de telle application et que c'est la personne qui est souvent en contact, qui a le numéro dans son portable et qui l'appelle et que le jour-là, il n'est pas là, il n'est pas disponible, vous ne pouvez pas le joindre, ça devient un peu compliqué. Donc, ça peut être encore l'excellent registre de nos prestataires, nos entreprises, points de contact, email, téléphone, les différents points de contact avec leur téléphone. Et ça permet, quand il y a un incident, de ne pas perdre assez de temps et d'appeler directement la personne et de dire, OK, on a tel incident, nous, on n'arrive pas à résoudre. Et souvent, c'est vous qui intervenez dès qu'on a un incident et ça permet d'avoir une availabilité ou de répondre vraiment à la question ou à l'incident plus rapidement. OK. Là, c'est des mesures des observations qu'on a souvent au niveau des PME et c'est ces réflexes-là, ces bonnes pratiques très simples qui permettent souvent au niveau du chiffre d'affaires, de réduire vraiment l'impact parce que vous répondez, vous êtes en mesure de répondre rapidement et de réduire le temps d'indisponibilité de vos services. OK. Mais non, on va parler un peu de la gestion d'incidents. Là, on a eu à discuter plus sur la prévention, ce qu'il faut mettre en place. On va parler d'incidents. Un incident, de manière générale, on parle d'événements qui compromettent vraiment la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de vos systèmes d'information. OK? Et
qu'est-ce qu'il faut faire quand on est incident? C'est important même d'identifier qu'on a un incident. Ok. Souvent, il y a des entreprises qui sont attaquées, qui ne sont même pas au courant. On a vu le cas je pense, il y a 2 ans, avec Microsoft Exchange, où il y a la vulnérabilité sur Microsoft Exchange, où pas mal d'Exchange étaient vulnérables, gérés par des prestataires qui n'ont pas mis à jour. Et les entreprises derrière, ils sont même pas au courant qu'il y a des bitcoins qui tournent sur leur serveur sans qu'ils le sachent. Donc vraiment, encore, liste des actifs et quand il y a un incident, avoir des contrôles ou des mesures en place qui vous permettent qui vous alertent, des systèmes d'alerte qui vous indiquent que vous avez tel incident ou tel service n'est plus disponible. Vraiment mettre en place ça. Et il faut, quand vous avez un incident, il faut identifier l'impact. Okay? Est-ce que ça affecte une partie de vos services ou c'est la globalité de services qui a impacté? Et vraiment, encore l'importance des guidelines ces guidelines vraiment permettent euh, de se poser les bonnes questions et de suivre les bons steps. Okay? Maintenant, si vous n'avez pas l'expertise euh, chez vous, vous n'avez pas l'expertise dans votre entreprise, nous, au Luxembourg House of Cybersecurity, on a une entité vraiment qui est dédiée au secteur privé, qui est le SEC, ils peuvent vous inciter à répondre à des incidents. Okay? Si vous avez des incidents que vous n'avez pas d'expertise, vous n'arrivez pas à maîtriser en interne, vous pouvez faire appel à eux. C'est là, je partage avec vous leur numéro de téléphone et l'adresse email. Et ils peuvent intervenir. Ils sont un peu ce qu'on appelle les pompiers de la cybersécurité pour vraiment vous assister à éteindre le feu. Okay? Donc, dans de pareils cas, soit vous avez un fournisseur de services, okay, qui arrive à répondre, à vous supporter en cas d'incident, ou si vous n'avez pas l'expertise dans l'entreprise, vous pouvez faire appel à l'équipe SEC qui est chez nous pour vous aider. Okay? Et quelques points à considérer quand vous avez l'incident, comme je l'ai dit, fournisseur de services, pour savoir si c'est eux qui gèrent l'infrastructure ou les ressources, pour savoir, pour puissent intervenir. Euh, si vous n'avez pas l'expertise ou les fournisseurs de services ne sont pas disponibles, vous pouvez faire appel au SEC. Et sur certains incidents, il faut informer la police. Et si vous avez des services qui peuvent impacter des parties prenantes, il faut les informer. Il faut informer ces parties prenantes que vous avez un incident et que vous êtes en train de mettre en place un plan de résoudre l'incident plus simplement et que vous serez disponible dans tel X ou data période. Okay? Et surtout, collecter les informations, les preuves. Il ne faut pas. J'ai entendu dire les gens disent qu'il faut enlever le power supply, la source de courant du serveur, déconnecter le serveur qui est impacté. Euh, Là, vous perdez plus ou moins les logs ou les preuves qui peuvent vous servir pour comprendre l'incident et mettre en place des plans de remédiation. Plutôt isolé, okay? Isoler vraiment si vous en identifiez que c'est tel serveur qui est infecté ou de telle ressource qui est infectée, il faut l'isoler. Et là, l'isoler du reste du réseau et trouver les mesures ou essayer de répondre ou de résoudre l'incident que de vraiment enlever la source de courant. Et aussi, si c'est des comptes que vous avez remarqué que c'est des comptes euh, qui sont exploités, ouais, pourquoi pas désactiver ces comptes-là. Ça vous permet
de bloquer plus ou moins si la personne n'a pas ou l'attaquant n'a pas fait de mouvement latéral ou de créer un autre compte qui le sert maintenant de compte de backdoor. Là, si vous bloquez ce compte qui est générique, ça peut aider. OK? Ça ne résout pas forcément, mais ça peut aider dans la résolution de l'incident. Et il faut informer l'autorité. OK? En fonction du secteur, si l'incident concerne des données, vous pensez qu'il y a eu des données personnelles qui sont touchées, il faut informer les personnes et la CNPD. OK? Là, prochainement, on aura la NIS 2 qui sont en vigueur et c'est l'autorité responsable de régulation, c'est l'INR. Et il y a une obligation d'informer l'INR si vous avez un incident, surtout si vous faites partie de la liste d'entités importantes ou critiques ou essentielles. OK? Et si vous êtes dans le secteur financier, il faut aussi informer la CSF si vous avez un incident cyber. Donc, il faut vraiment informer l'autorité parce que vous pouvez avoir des pénalités dans ce sens. Et qu'est-ce qu'il faut faire après un incident? Quelques guidelines aussi. Il faut analyser quel a été l'impact de l'incident. Comme ça vous permet. C'est un exercice de gestion de risque aussi. Hein. Quel a été l'impact et comment vous pouvez quelles sont les mesures de protection que vous pouvez mettre en place et pour vraiment protéger l'infrastructure concernée. Et aussi, si vous avez votre guideline de réponse à incident ou une procédure de réponse à incident, c'est le moment d'évaluer l'efficacité de cela et de s'il y a des trucs à améliorer ou des points à ajuster, vous pouvez l'ajuster, vous pouvez la mettre à jour. Et puis, il faut documenter les leçons, les enseignements que vous avez tirés de l'incident pour vraiment préparer. C'est pas, comme je le dis, c'est pas une course de vitesse où on met en place, c'est fini, c'est vraiment, c'est continu. Donc, ça, vous allez, si vous devez, si vous avez des incidents, il faut apprendre des renseignements, il faut documenter les enseignements et ça vous permet de mettre en place d'autres contrôles que vous ignoriez euh, initialement dans votre procédure. OK? Et là, bon, si vous êtes une grande entreprise ou une PME qui a les moyens, oui, un outil, il y a même des outils open source qui existent aujourd'hui, un outil de ticketing qui vous permet de loguer ces nouveaux incidents et de tenir euh, les différentes actions ou les différentes étapes de résolution que vous avez et faire un rapport, ça permet de faire l'exercice de réflexion. Qu'est-ce qu'on a fait, quel a été l'impact, quelles sont les routes causes de l'incident et qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir vraiment pour remédier ou prévenir. Surtout, il faut toujours être dans la prévention que dans la réponse pour prévenir vraiment ce type d'incident. En conclusion, je dirais, si vous n'avez pas ces contrôles, ces mesures en place, commencez aujourd'hui. Il n'est jamais tard de commencer, vous commencez aujourd'hui. Les steps, les baby steps, comme on dit. Ça peut commencer, vous pouvez commencer par de l'auto-évaluation, ou vous pouvez commencer par faire l'exercice de lister la liste de vos actifs, pour vraiment avoir une vue de vos actifs et vraiment savoir quels sont les contrôles que vous pouvez mettre en place pour les protéger. Et n'hésitez pas de contacter l'écosystème. Aujourd'hui, on a une plateforme sabasecurity.lu où vous pouvez trouver des opérateurs vraiment qui fournissent des services cyber. Merci. Si vous avez des questions, avec plaisir. Grand merci pour cette super présentation. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur les outils que vous avez présentés. Il y avait un paquet que je connaissais pas même moi-même.
Je regardais dans le chat, il n'y avait pas de questions, donc je suppose que c'était très clair. De toute façon, hein, oui, pas de questions pour l'instant. De toute façon, tout est enregistré. On va vous envoyer les présentations. Je vais juste devoir demander l'accord à nos intervenants, mais on vous envoie tout ça après par mail. Donc, Monsieur Cox, si j'ai bien compris, vous devez de toute façon partir maintenant parce que vous C'est avez ça. notre meeting. Ok, excellent. Merci beaucoup. Je vais vous contacter dans les prochains jours. Merci beaucoup pour votre présence et pour la présentation. Et puis, je passe la parole à Monsieur de Acknowledge. Merci. Merci. Messieurs, si vous voulez prendre la main, vous avez la possibilité de partager votre écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est bon? Ok. Bonjour à tous. Donc je vais prendre la suite de la présentation et effectivement vous parler des différentes menaces qu'une entreprise peut affronter, en tout cas euh, les menaces qui sont susceptibles d'impacter les entreprises, notamment les PME et au Luxembourg. Euh, de voir comment, dans un second temps, comment on peut se prémunir justement de ces attaques. Et dans une troisième partie, on verra mon collègue Patrick vous présentera un retour d'expérience, savoir comment se déroule un incident et quelques conseils aussi qu'on a pu retirer suite à certaines expériences lors de réponses sur incident. Euh, donc, au niveau de qui on est la société Acknowledge. On est présent au Luxembourg et également en Suisse. On est une société de services en sécurité informatique. Euh, Je suis le responsable de la partie sécurité offensive dans l'entreprise et je suis également Incident Commander. Donc, c'est la personne qui, lors des incidents, coordonne à la fois les équipes du client qui sont impactées et les équipes d'Acknowledge qui effectuent la réponse sur incident, l'analyse technique. Et je suis accompagné de Patrick, mon collègue, qui est un des membres expérimentés de notre équipe de sécurité offensive et qui est également de la partie incident response, mais là vraiment plutôt côté technique, analyse de l'incident. Et il gère également la partie projet de recherche et de développement au sein de l'équipe de sécurité offensive. Rapidement, nos services, donc on fournit un service de SOC, de monitoring. Là, ça va être vraiment la gestion, la collecte des logs et la corrélation des logs afin de détecter d'éventuels incidents au sein d'une infrastructure informatique. La partie offensive, donc là, qui est plutôt en prévention, de tester, de challenger la sécurité d'une infrastructure. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, digital forensic et plus globalement la partie réponse sur incident, qui intervient justement lorsqu'il y a une attaque dans le réseau d'une entreprise. Et enfin, la partie plus académie, où là, on propose des formations en sécurité informatique et également de la sensibilisation auprès des entreprises afin de justement de faire face aux menaces et surtout d'avoir les bons réflexes, par exemple lors de phishing ou autre. Alors pour entrer dans le vif du sujet, dans cette première partie, on va vraiment faire un tour d'horizon des principales menaces auxquelles une entreprise peut faire face actuellement, euh, et notamment voilà, PME. Euh, les principaux vecteurs de compromission qu'on observe, ça va être dans un premier temps l'exploitation des vulnérabilités, souvent liées à un problème de mise à jour. Euh, Notamment, voilà, s'il y a un système que vous exposez, un des services qui est exposé sur Internet, qui n'a pas été mis à jour alors qu'une vulnérabilité a été annoncée par l'éditeur de ce logiciel ou de ce service, il y a des personnes malveillantes qui scannent en permanence Internet afin de découvrir justement ce type de vulnérabilité et qui automatisent derrière l'exploitation. Donc ça peut aller très vite si on ne met pas à jour rapidement.
Le deuxième point, c'est le phishing. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Coguet, le l'humain est un des maillons de la chaîne et notamment un maillon qui peut être assez faible s'il n'est pas correctement sensibilisé. Donc les attaquants en tirent parti en utilisant justement des scénarios d'ingénierie sociale, en envoyant des emails. Vous devez certainement en recevoir régulièrement. Après, il faut savoir que les attaquants peuvent être aussi imaginatifs et changer un peu des canaux traditionnels. Ils peuvent très bien voilà, utiliser aussi les SMS. Luxembourg, ça c'est déjà arrivé, en tout cas personnellement, ça m'est déjà arrivé de recevoir un faux SMS qui se fait passer pour le service de la poste où il y a un colis à récupérer et il y a un lien où on vous invite à payer des frais de douane ou autre. Donc il faut rester vigilant avec ces techniques de social engineering, d'ingénierie sociale. Ça peut être aussi l'utilisation de comptes compromis. Alors là, c'est souvent quand des collaborateurs dans une entreprise vont utiliser leur compte professionnel pour s'inscrire à un certain nombre de sites externes et que ces sites externes ne sont pas forcément correctement sécurisés. Il se peut que ces sites se fassent compromettre et que des attaquants aient accès aux identifiants qui sont stockés dans les bases de données de ces sites. Et il arrive malheureusement que certains collaborateurs utilisent les mêmes identifiants, donc le même email et même mot de passe pour se connecter aux ressources de l'entreprise. Et dans ce cas, bah, les attaquants qui ont compromis l'autre site peuvent rejouer bah, ces identifiants sur les services de l'infrastructure de l'entreprise. Euh, et enfin, on a la partie mauvaise configuration, puisque maintenant on utilise assez facilement plein de services, que ce soit des services cloud chez Microsoft, chez Amazon, ou alors on va installer certains logiciels, euh, mais c'est souvent on ne fait pas attention à la configuration d'un point de vue sécurité. On va faire en sorte que ce service fonctionne, qu'il fournisse les services qui nous intéressent, mais il y a certains éléments qui vont peut-être pas être correctement configurés. Et les attaquants peuvent également utiliser bah, ces mauvaises configurations pour accéder à des données sensibles ou voire compromettre le système. Donc ça va être voilà, les logiciels et les services avec une configuration par défaut sans avoir modifié la configuration d'origine. Euh, L'absence de mécanismes de protection comme le MFA. Donc le MFA, ça va être la partie double authentification. Souvent, soit c'était avant les tokens que vous pouviez avoir, LuxTrust, les tokens physiques. Maintenant, c'est de plus en plus dématérialisé avec des applications. LuxTrust en fournit une, ou, ou les acteurs internationaux comme Microsoft qui peuvent en fournir. Donc, dès que vous avez l'opportunité sur un service en ligne de configurer le MFA, donc cette double authentification, il faut le faire, ça reste important. C'est une protection importante, notamment en cas de phishing. Euh, et également au niveau des mauvaises configurations, il peut y avoir une mauvaise gestion des contrôles d'accès. Ça peut être par exemple sur une application web qu'on a utilisée et on n'a pas restreint certains éléments de l'application. Ça peut permettre également à un attaquant d'accéder à des données sensibles. Au niveau des attaques, on, on l'a dit précédemment que l'humain peut être ciblé euh, et souvent ciblé d'ailleurs. Donc il y a différentes techniques de phishing au niveau email qui peuvent être utilisées. On a le phishing classique, j'ai envie de vous dire, où la personne va simplement envoyer un lien et va soit vouloir récupérer vos identifiants en proposant une page qui ressemble à une authentification de Microsoft ou l'authentification de l'un de vos services. Et là, le but, c'est de récupérer ces identifiants pour pouvoir les rejouer. Ou alors, ça peut être des emails pour récupérer de l'argent. Tout à l'heure, j'ai notamment évoqué le SMS où la personne demandait de payer des frais de douane. Ça peut être également pour récupérer de l'argent. On a vu que le MFA, donc la double authentification, c'est un élément important puisque dans le cadre d'un phishing simple, la personne qui récupère les identifiants ne peut pas s'authentifier sur le service derrière puisque on va lui demander
un token euh, que cette personne n'aura pas. Donc les attaquants, bah, ils ont trouvé des solutions aussi pour, dans certains cas, euh, contourner cette double authentification, puisque dans ce cas-là, ils envoient un phishing. Mais lors du phishing, on va pas seulement demander l'identifiant, mais on va également demander la double authentification, le token que vous avez, euh, qui est généré notamment par votre application. Donc c'est là où on explique aux utilisateurs qu'il est important de rester vigilant et que tous les collaborateurs d'une entreprise ont un rôle à jouer dans la sécurité de l'entreprise. On peut mettre en place des équipements de sécurité, mais si derrière les collaborateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés, ne font pas suffisamment attention, ben, les attaquants peuvent trouver des techniques pour contourner ça. Heureusement pour la partie MFA, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des éléments de configuration justement dont on parlait précédemment qui peuvent être mis en place pour éviter cette technique de phishing. Et enfin, on a également des phishing avec une pièce jointe, alors qui est soit directement joint à l'email, mais ça c'est de plus en plus rare puisque on a des systèmes de mail qui filtrent de mieux en mieux ces emails. Ça peut être aussi un lien à l'intérieur qui va nous rediriger vers une page, qui va nous faire télécharger derrière euh, une pièce jointe. Alors ça peut être différents formats, ça peut être directement un exécutable, ça peut être un PDF, ça peut être un fichier Microsoft ou autre. Il y a un fichier zip aussi, ça peut arriver. Donc les attaquants peuvent ont pas mal d'imagination, donc ils renouvellent généralement leurs attaques. Il faut toujours être vigilant quand on reçoit des emails de ce type. Et on a également le spear phishing. Donc là, ça va être un phishing qui va être plus ciblé. Euh, je l'ai déjà vu en réponse sur incident. Un petit exemple où dans une société, la personne avait usurpé l'identité du PDG de l'entreprise en envoyant à la partie financière un bon de commande pour une voiture. Et la personne, pensant qu'il s'agissait vraiment du PDG de l'entreprise, avait effectué un virement d'un peu plus de 50 000 euros. Donc ça peut avoir des conséquences aussi, ce type de phishing ciblé. Enfin, une des attaques qui est actuelle et dont on entend beaucoup parler, c'est la partie ransomware. Donc là, le but de l'attaquant, c'est une fois qu'il a un accès dans le réseau de votre entreprise, ça va être de déployer un logiciel qui va chiffrer l'ensemble des données. Euh, Et une fois qu'ils ont chiffré ces éléments, ils vont vous demander une rançon pour pouvoir les déchiffrer. Alors, maintenant, les entreprises ont mis en place, mettent de plus en plus de backup. Donc, souvent, les entreprises ne payent pas. D'ailleurs, euh, voilà, les- la police déconseille de payer les rançons. Euh, mais en plus de cette rançon, souvent suite au chiffrement des données, les attaquants, ils sont aussi adaptés et maintenant, souvent, ce qu'ils font, ils vont exfiltrer au préalable certaines données avant de chiffrer les données. Et comme ça, si jamais la personne ne peut pas payer pour déchiffrer ces données, l'attaquant, souvent, il va menacer de publier les données qui peuvent être des données des employés, des données de clients ou autres. Et donc, ils ont aussi ce levier derrière. C'est pour ça qu'il faut voilà, faire attention à ne pas avoir ce type de compromission. Et on voit que c'est des attaques qui sont toujours en tendance puisqu'il y a une augmentation de 37% en 2023. Donc maintenant qu'on a vu les différents vecteurs de compromission, les différentes techniques utilisées par les attaquants, euh, quels sont les impacts derrière pour les entreprises? Alors, dans un premier temps, on a des conséquences financières, une diminution du chiffre d'affaires. Ça m'est arrivé d'intervenir en réponse sur incident dans des entreprises où tout leur système d'information étant chiffré, ils ont dû mettre pendant une semaine les, certains de leurs collaborateurs, en tout cas ceux qui étaient impactés par cette attaque, en chômage technique. Donc là, moins de productivité et donc forcément une perte de chiffre d'affaires. Il y a également un coût pour restaurer cette infrastructure, même si on a mis en place
des backups, il y a souvent voilà, il faut faire appel souvent à des partenaires pour nous aider à remettre en place cette infrastructure à un état initial et comprendre aussi l'attaque, corriger ce qui n'allait pas. Et donc ça a un coût également. Et puis il peut y avoir des amendes aussi si voilà, avec les différentes réglementations comme le RGPD, si on a eu des manquements et qu'il y a eu des fuites de données personnelles de clients ou autres, ça peut aller à, à certaines, on peut avoir certaines amendes. Euh, le deuxième point, ça va être la perte de réputation, puisque souvent, quand on va avoir un ransomware, il va y avoir de l'indisponibilité, donc ça va se voir auprès de nos clients. euh, et donc, on peut avoir une perte de confiance des clients et des partenaires à ce moment-là. Et il y a également une mauvaise publicité avec des articles dans les journaux. Ici, un exemple de Paper Jam suite à des attaques qui ont eu lieu début d'année. Euh, donc cette mauvaise publicité, voilà, c'est jamais bon non plus pour l'image de l'entreprise. Et enfin, bah, les impacts opérationnels, comme je disais précédemment, la partie interruption des activités, si le système d'information est complètement chiffré et ne peut pas être utilisé convenablement, bah, les collaborateurs peuvent tout simplement pas travailler. Et dans certains cas aussi, il y a des pertes de données qui n'ont pas pu être restaurées pour divers problèmes, par exemple si on n'a pas testé les backups. Euh, et donc ça a un impact opérationnel derrière. Donc maintenant qu'on a vu ces différentes attaques et les impacts, comment se prémunir? Quelle stratégie on peut mettre en place pour éviter justement d'arriver dans des situations où il y a une compromission du système? Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plus voilà, pour vous donner quelques éléments euh, de ce qui peut être mis en place. D'un point de vue système et réseau, on va avoir les firewalls, donc les pare-feux qui vont limiter les flux au niveau de votre système d'information. Il y a tout ce qui est système justement antivirus, où maintenant les fabricants ont des nouveaux noms EDR, XDR, vous entendrez sûrement parler. Donc là, ça va être plutôt des systèmes qui vont détecter des comportements malveillants sur euh, vos serveurs ou vos ordinateurs, vos laptops et ceux de vos collaborateurs. Euh, D'un point de vue réseau, on a la partie justement système de détection et de prévention des intrusions. Donc là, c'est des sondes qui analysent le trafic qui réseau à l'intérieur de votre système d'information et qui, dans le cadre de l'IDS, font simplement de la détection et donc vont vous envoyer des alertes. Et dans le cadre d'un IPS, il va y avoir un blocage au niveau des flux quand ils vont être identifiés comme malveillants. Et enfin, un équipement qui est aussi important, ça va être la gestion des logs. Puisque souvent, en réponse sur incident, on va avoir besoin, pour comprendre ce qui s'est passé, euh, d'avoir les logs. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, il n'y a pas de système de gestion de logs qui est en place, pas de politique à ce niveau-là, et la rétention de logs peut être assez faible. Euh, un autre point, ça va être le chiffrement des données, que ce soit au niveau des laptops ou alors des workstations et des téléphones mobiles. Mais surtout au niveau des téléphones mobiles et des laptops qui sont amenés à voyager. Vous prenez très bien aussi bien le tram ou le train au Luxembourg. Vous êtes peut-être amené aussi à voyager, à prendre l'avion. Euh, un laptop, ça peut très bien se perdre ou même, dans certains cas, il peut être volé. Vous pouvez le laisser sur la plage arrière ou la banquette arrière de votre voiture et il y a quelqu'un qui fracture votre véhicule. Il peut récupérer votre device, donc que ce soit le laptop ou le téléphone mobile. Et si jamais vous n'avez pas mis de chiffrement en place, la personne va pouvoir récupérer en clair, donc va pouvoir lire les données, même si vous avez mis un mot de passe. Si les données ne sont pas chiffrées, c'est très facile de récupérer le contenu des données. Et un point qu'on a déjà abordé précédemment, la mise en place du MFA pour tous les services que vous pouvez. Donc là, j'ai mis deux icônes. La première en haut, la partie Google Authenticator, donc le service fourni par Google, Microsoft et bien évidemment au Luxembourg, on a
Linux Trust qui nous fournit aussi ce type de service. Au niveau de la stratégie qu'on peut mettre en place, bah, tout d'abord avoir une politique de mise à jour. Un des premiers éléments que j'ai abordé, c'est effectivement l'exploitation de vulnérabilités sur des services qui n'ont pas été correctement patchés. Donc, c'est important d'avoir mis en place un système, que ce soit vous qui le faites ou que vous le déléguez à un partenaire. C'est important de mettre voilà, un accent sur les mises à jour de vos services. Euh, et de faire attention à ce que ce soit vraiment mis à jour régulièrement, notamment si vous avez un partenaire, ne pas hésiter à le faire, à le spécifier d'un point de vue contractuel aussi, pour être sûr que la mise à jour se soit fait assez rapidement, surtout pour vos services exposés directement sur Internet. Ça peut être aussi effectuer des scanners de vulnérabilité ou alors des pen tests régulièrement pour avoir une idée du niveau de sécurité de vos assets, de votre système d'information, euh, que ce soit la partie service exposé sur Internet, la partie interne, ou alors également bah, vérifier que vos collaborateurs sont suffisamment sensibilisés en faisant, par exemple, des campagnes de phishing. Donc là, les personnes vont utiliser les mêmes techniques que les attaquants pour voir si oui ou non bah, les collaborateurs arrivent à se faire piéger par ce type de mail. Un autre point, c'est mettre en place des éléments de détection. Euh, alors, effectivement, ça dépend aussi des budgets de toutes les entreprises, mais je dirais qu'il y a des solutions qui peuvent être open source, donc qui coûtent vraiment pas cher, voire rien du tout. Euh, et qui, même si on n'a pas un SOC, par exemple, ça peut être d'avoir un système euh, de stockage, de gestion de log, qui va nous permettre, en cas d'incident, de faire des investigations. Euh, Identifier aussi en amont, ça a été dit également par Monsieur Coquet, identifier en amont les partenaires pour faire face à un incident. À la fois bah, la partie réponse sur incident, mais aussi les partenaires qui pourraient vous aider à remettre en place votre infrastructure. Euh, En parlant de la partie réponse sur incident, un des éléments importants quand on travaille avec une équipe de réponse sur incident, en amont justement, avant d'avoir un incident, c'est d'effectuer ce qu'on appelle une incident response readiness. Cette, euh, Cette incident response readiness, ça va être un état des lieux qui va être fait pour identifier justement vos différents équipements au sein de votre entreprise, d'identifier la manière dont vous gérez les logs, quelle est la rétention, le niveau de rétention de log? Est-ce que, par exemple, sur votre firewall, vous avez que 30 minutes de rétention de log? Dans ce cas, ça va être compliqué pour des analystes de travailler derrière, puisque voilà, après 30 minutes, il y aura plus de traces de l'attaquant sur cet équipement. Donc, ça va être une checklist qui va être vérifiée par les personnes qui font la réponse sur incident pour vraiment faire un état des lieux de votre environnement et d'être aussi le plus efficace possible si jamais il devait y avoir un incident pour avoir déjà une connaissance de l'infrastructure. Et enfin, un des points les plus importants également, c'est de former les employés, former les collaborateurs, leur expliquer les différentes techniques qui peut y avoir. Ça peut être via des vidéos, comme Monsieur Coguier proposait également via le NC3, le site du NC3. Ça peut être avec des sensibilisations en présentiel où il va y avoir des démos qui peuvent être faites des différentes techniques d'attaque. Alors maintenant, je vais laisser la place à Patrick, mon collègue, qui va vous faire un point de vue justement plus euh, pratique, un retour d'expérience et comment se déroule tout simplement un incident. Patrick. Ah, on ne t'entend pas. Je ne t'entends pas, Patrick.
Est- Oui, C'est mieux? c'est bon. Ok, désolé. Donc, on va commencer par la partie qui est plutôt théorique, comment un incident se déroule. La première étape, c'est la préparation. Durant cette étape, la compagnie va établir les politiques de sécurité, elle va former les personnels, elle va s'assurer qu'elle est en train de collecter les logs nécessaires et mettre en place les outils de surveillance. Donc, dans cette partie, c'est vraiment, il n'y a pas d'incident, mais on doit se préparer pour être sûr que s'il y a un incident, on est prêt. Ensuite, on a la partie identification. Donc, dans cette partie, c'est le moment où vraiment on a détecté quelque chose qui est malveillant, un signal anormal dans le réseau, un PC ou un serveur qui n'est plus accessible. Donc, c'est ça qui va vraiment déclencher l'incident, où on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La troisième étape, c'est le confinement. Dans cette partie-là, on doit limiter les dommages en isolant le système affecté, en empêchant que le virus ou le malware, disons, peut se propager dans le réseau pour créer plus de dommages. Donc, c'est vraiment isoler et limiter le dégât. Ensuite, on a la partie éradication, c'est limiter et supprimer le logiciel malveillant sur les systèmes, sur les serveurs, sur les PC, corriger les vulnérabilités et sécuriser le système pour s'assurer que on a vraiment limité, si vous voulez, l'exploitabilité de la vulnérabilité ou de l'attaque. Donc à cette partie-là, on est presque sûr qu'il n'y a plus, entre guillemets, d'attaquants ou de systèmes ou logiciels malveillants dans le réseau ou dans les systèmes. Ensuite, la partie récupération, donc les systèmes affectés sont restaurés à un, si vous voulez, état normal et le travail peut se dérouler normalement car on s'est assuré durant l'éradication qu'il n'y a plus de malware ou de logiciel malveillant. Et la dernière étape, c'est après l'incident, c'est la partie analyse approfondie de l'incident, comment on peut améliorer la stratégie de sécurité pour qu'on puisse plus avoir un incident pareil dans le futur. Donc ça, c'est la partie leçon apprise. Maintenant, on va plutôt passer à un déroulement d'incident, mais plutôt d'une approche, si vous voulez, un peu plus technique. Et c'est un retour d'expérience. Donc, c'est un cas de ransomware ou rançon dans une entreprise du secteur agroalimentaire. Donc, le cas de figure qu'on a ici, c'est qu'un utilisateur a tenté d'accéder à son ordinateur portable après sa pause déjeuner, mais le système ne fonctionnait pas normalement. Tous les fichiers de son ordinateur étaient inaccessibles et cryptés. Donc, ce qu'il a fait, il a signalé le problème à son responsable qui a directement isolé l'ordinateur portable et il a directement aussi contacté l'équipe CSIRT car il savait qu'il s'agissait d'un ransomware. Donc, l'équipe CSIRT a pris la main sur la machine compromise, a effectué les enquêtes, l'éradication, donc toutes les étapes techniques nécessaires pour s'assurer que le système est sécurisé. Puis, ils ont vérifié aussi si les attaquants étaient capables de faire un déplacement latéral dans le réseau, mais ce n'était pas le cas. L'équipe CSIRT aussi indique que l'accès initial était par un email de phishing avec une pièce jointe qui contenait un logiciel malveillant qui était d'origine de ransomware. Durant toutes ces étapes techniques faites par le CSIRT, il y avait une élaboration continue avec l'équipe IT ou technique de la compagnie, car c'est toujours, si vous voulez, une discussion continue, un va-et-vient entre les deux équipes. Et enfin, l'équipe informatique a pu restaurer une image sauvegardée saine de l'ordinateur portable avant la compromission. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est vraiment high level, mais c'est ça techniquement ce qui se passe. C'est plus compliqué que ça, mais si vous voulez, c'est une idée comment ça peut se passer durant un attaque. Maintenant, on va passer sur la partie conseils. Donc, tous ces conseils-là sont suite à des vrais cas qu'on a eu durant des missions. Euh, Premièrement, avoir des systèmes de backup fonctionnels en ligne et hors ligne. C'est bien d'avoir des systèmes de backup, mais c'est mieux que ça soit fonctionnel. On a eu un cas de figure où les backups étaient en ligne sur le même réseau que l'infrastructure compromis. Donc, les backups étaient compromis. Donc, il n'y a plus de backup.
Le deuxième cas de figure, c'était des backups qui étaient bien faits hors ligne sur des disques ou sur des tapes, on les nomme techniquement des tapes, mais ces tapes étaient, si vous voulez, mal stockées. Donc, les données sur ces tapes, à cause des radiations, de la vibration où ils étaient stockés, les données sauvegardées étaient corrompues. Donc, il n'y avait pas de backup. Donc, c'est bien de tester régulièrement les backups que vous avez. Le deuxième cas, ou le deuxième point, c'est avoir une bonne connaissance de la rétention et de la verbosité des logs, de vos logs. Donc ici, le cas de figure, on était durant une investigation et les logs du pare-feu étaient des logs très importants pour savoir le point d'entrée et comment ça se passait. Mais désormais que les logs avaient une rétention d'une heure. Donc, on ne pouvait pas voir ce qui s'est passé depuis 2 jours ou une journée lors de la compromission. Donc, on a pu faire l'investigation, mais les vrais logs qu'on avait vraiment besoin, on ne l'avait pas. Et le dernier point, c'est changer les identifiants par défaut sur tous les nouveaux appareils informatiques installés. Le vrai cas de figure qu'on avait, c'est qu'on avait un client qui avait laissé les identifiants VPN par défaut, qui sont exposés sur Internet. Donc, l'attaquant a pu accéder à son réseau interne en utilisant euh, ses identifiants et ensuite il a pu compromettre l'intégralité de l'infrastructure. Donc, tous ces points sont des exemples réels vraiment qu'on a eus, mais ces points sont aussi abordés durant le Incident Response Readiness, comme a dit euh, François Jérôme, car durant cette phase-là, on va vraiment voir ce que vous avez, comment vous l'avez fait, comment vous avez implémenté vos authentifications, disponibilité de vos systèmes. Donc, on va vraiment entrer dans le détail de tout ce que vous avez pour vraiment essayer d'ajuster tous les points et s'assurer que vous êtes prêt. S'il y a un jour un incident, vous avez tout ce qu'il faut pour réagir et aussi pour réduire la surface d'attaque que vous avez. Merci. Ah, super, merci beaucoup à vous deux, c'était très instructif. Nous avons effectivement des questions. La première question qui a été posée était est-ce que vous conseillez ou est-ce que vous pouvez conseiller un antivirus simple à installer, voire utiliser, je suppose? Euh, Honnêtement, après, on ne travaille pas nous, chez Acknowledge, on ne vend pas de produits, on n'a pas spécialement de partenariat. Donc là-dessus, au niveau des solutions d'antivirus, l'idée c'est d'avoir. Alors, quand on a un parc, euh, ça dépend vraiment de- allez, ça dépend vraiment du parc informatique qu'on a administré. Mhm. Si on a beaucoup de machines, l'idéal c'est d'avoir un système d'antivirus avec une gestion centralisée, d'avoir une interface sur laquelle on va pouvoir voir justement s'il y a des alertes qui sont remontées. Donc la plupart des solutions antivirus pour professionnels, pour entreprises, le proposent et c'est vraiment intéressant puisque si jamais vous avez l'un de vos collaborateurs qui a une alerte antivirus, il va pas forcément le regarder, il va pas forcément y prêter attention. Alors que si vous avez une solution centralisée avec une personne de l'IT ou autre, en tout cas une personne qui y a accès et qui peut gérer, il peut faire un suivi comme ça des différentes alertes. Après, le logiciel qu'il peut y avoir, maintenant on a beaucoup dans le cloud avec des infrastructures souvent dans Azure. Il y a la suite MDE de Microsoft qui est très bien et qui propose une centralisation. Mais après, les différents fournisseurs, honnêtement, d'antivirus, voilà, sur certains points, il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, mais globalement, le principal, c'est d'avoir un antivirus et puis aussi pour certains, bien configurer, voilà, pas rester avec une configuration par défaut, ou certains vont whitelister, donc dire que faire des exclusions au sein de l'antivirus, et là, il faut faire attention, puisque si un, un fichier qui est téléchargé à l'endroit de cette exclusion, bah, il va pas être scanné, il va pas être détecté. Donc, voilà. J'ai pas. Juste par curiosité, à partir de Oui. quelle taille vous estimez en fait à partir de quelle taille d'entreprise est-ce que ça fait sens de faire appel à un professionnel comme vous? Pour, euh, pour la partie incident response,
Oui, et prévention, et vraiment avoir, oui, exact. Euh, on a déjà travaillé pour des entreprises où il y avait 8-9 collaborateurs au Luxembourg. Donc, on peut travailler avec des toutes petites entreprises. Après, voilà, tous les services ne sont pas adaptés aux petites entreprises. Mais par exemple, la- le fondateur d'Acknowledge, quand il a créé cette société, il avait aussi pour but d'adresser justement des petites entreprises ou notamment ça pouvait être aussi des communes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, de leur proposer des solutions adaptées à leur taille. Donc, Mhm, mhm. Ok. Une question qui revient souvent. oui. Peut-on dire qu'Apple serait mieux protégé qu'un PC, donc oui, Microsoft? Non. Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que Apple, les attaquants, ils vont à la facilité et ils vont surtout euh, s'attaquer au plus grand nombre. Pendant très longtemps, donc, et puis encore maintenant, la plupart des systèmes sont sous Windows. Donc, quand ils vont créer des charges malveillantes, ils vont le faire pour Windows puisque ils vont pouvoir toucher un plus grand nombre. Mais on voit de plus en plus des attaques ciblées justement euh, des équipements, des Mac, des équipements Apple, notamment sur la partie, puisqu'ils se sont rendus compte que dans la partie finance, il y a énormément de Mac qui sont utilisés et c'est des entreprises ou même les startups et c'est des entreprises qui peuvent être très intéressantes, notamment des fintechs qui peuvent avoir des crypto-monnaies ou autres. Et donc, ils ciblent maintenant également la partie Mac. Et on a pu, d'ailleurs, Patrick a travaillé dessus, mais on a pu faire des tests justement pour des entreprises en faisant du phishing, en délivrant donc en envoyant des pièces jointes malveillantes pour compromettre euh, des, euh, des équipements Apple, donc des Mac. Et c'est quelque chose de faisable, c'est moins fréquent en termes de, puisqu'il y a moins d'équipements et souvent ils veulent attaquer en masse, mais c'est pas parce qu'on a un Mac qu'on est protégé, c'est pas parce qu'on a un Mac qu'on doit, enfin, on ne doit pas installer aussi des logiciels comme des antivirus. Un virus peut très bien être créé pour un Mac, il y a aucun souci là-dessus. Donc, dans les deux cas, vaut mieux protéger. Oui. Euh, je vais prendre une dernière question parce que sinon, on va quand même dépasser un peu trop. Mais ne serait-il pas préférable d'avoir deux sauvegardes, une en interne et une dans le cloud? Alors, ça dépend ce qu'on entend par une en interne et une dans le cloud, puisque ce que Patrick expliquait tout à l'heure, c'est que c'est important d'avoir des backups online, donc en ligne, et des backups déconnectés du réseau. Mhm, Si jamais vous avez des backups qui sont en ligne, donc connectés à votre réseau sur place dans les locaux de votre entreprise, et que vous en avez également dans le cloud, mais que pour s'y connecter dans le cloud, on peut s'y connecter avec un identifiant qui peut être dans votre domaine, au sein de votre domaine Active Directory, ou tout simplement c'est l'une des personnes qui est connectée à votre réseau qui s'identifie justement au cloud euh, avec avec son laptop. Si jamais il y a une compromission globale de votre système d'information, l'attaquant va pouvoir récupérer également les accès au cloud. Et si jamais il a les droits en écriture là-dessus, il va pouvoir chiffrer ces données. Donc, mhm, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un système qui n'est pas relié à votre système d'information. Donc, souvent, c'est des backups physiques qui sont faits puisque si jamais voilà, c'est connecté, l'attaquant va pouvoir aussi compromettre les autres backups. Et mhm, en l'occurrence, j'avais déjà vu un exemple où il y avait des backups sur place et il y avait des backups aussi dans une sorte de private cloud chez un de leurs partenaires, sauf que le lien était toujours établi et l'attaquant a aussi pu compromettre, chiffrer ces backups qui étaient chez le partenaire, puisqu'il y avait un lien qui permettait d'y accéder. mhm. Donc, c'est vraiment deux systèmes de backup séparés où
où on peut se dire que lorsque l'attaquant compromet l'intégralité de votre système d'information, il n'a pas la possibilité de compromettre l'autre système de backup. Est-ce qu'on pourrait donner, c'est vraiment la dernière question, sinon on va vraiment dépasser trop. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de backup déconnectés qui peuvent être automatisés en dehors de l'intervention humaine? Euh, alors, en dehors de toute intervention humaine, donc je suis pas spécialisé dans cette partie-là de backup. Ce que j'ai pu voir, puisque c'est pas, ça fait pas partie des services que l'on propose, Ouais. euh, mais au niveau des systèmes que j'ai pu voir dans les différentes entreprises, il y a souvent un équipement qui permet de faire des copies et une fois par semaine, la personne doit juste venir mettre la tape dans l'équipement et, euh, et puis voilà, il y a une intervention une fois par semaine, une fois Mm. toutes les 2 semaines. Après, tout dépend de la récurrence à laquelle vous voulez faire les sauvegardes. Mais ça demande quand même très peu d'intervention humaine. Et quand c'est installé par une société, il y a derrière, voilà, l'explication peut être assez simple à faire et tout employé peut, peut faire ce type de Mm. manœuvre.